Bonjour YouTube, ici Largo pour la poursuite de notre voyage en Shannara. Nous sommes dans la ville de Gizorn. C'est sur le royaume de la discorde, un livre-jeu de Monsieur Deceuninck. Alors bien sûr, les avertissements d'usage, si vous souhaitez acquérir ce livre, il est bien évident qu'il ne faut pas regarder cette vidéo. Et c'est un excellent livre et forcément, on vous conseille de l'acheter parce que c'est très bien écrit. Et très immersif avec des paragraphes assez développés. Moi je préfère des paragraphes un peu longs pour la mise en fleuve, si j'ose dire, pour la lecture. Donc amis lecteurs, si ça vous intéresse, eh bien ça sera juste après le générique. A tout de suite. Alors, nous en étions... Enfin, je rappelle que j'avais été tué par une espèce de géant de 3 mètres. J'ai été obligé de sauter par la fenêtre. C'était pas la bonne idée. Je me suis écrasé. Alors, en faisant le montage de la vidéo, je me suis aperçu que le code, le caractère romain que j'avais noté était bien évidemment le numéro du paragraphe qui permet d'ouvrir ce coffre. Donc, si vous n'y voyez pas l'inconvénient, je vais reprendre à ce point. Et donc, je vais tenter de l'ouvrir d'une autre manière. C'est-à-dire, rendez-vous dans ce cas au paragraphe correspondant, et puis ça sera ça nous fait 300, L c'est 50, 363. Donc je vais au 363 si vous êtes d'accord, mais bon, je pense que oui. Vous prononcez la formule sacrée que le spectre de Sinistrose vous a donnée et attendez quelques instants. À votre grande stupéfaction, ce n'est pas le coffre qui s'ouvre, mais un pan de mur. Rendez-vous au 94. Ah, voilà, qui est de bon augure. Alors, Sinistrose serait-elle une alliée? Un souffle pestilentiel s'échappe de l'ouverture. Après un instant d'hésitation, vous passez le seuil et continuez votre progression dans un couloir plongé dans l'obscurité. Une odeur de moisi flotte dans l'air. Elle se fait de plus en plus forte à mesure que vous approchez d'une faible clarté rougeâtre qui brille au loin. Arrivé à une arche taillée dans la pierre, vous portez votre regard vers la pièce sans fenêtre qui s'étend devant vous. Les effluves sont ici à la limite du supportable. Au relent de moisissure s'est rajoutée une odeur de chair en décomposition qui vous donne la nausée. Les murs sont ornés de très vieux tissus rongés par les mites. Sur le sol, une dépouille tient dans ses doigts crispés un médaillon de pierre rouge. Vous reconnaissez tout de suite dans ce quadrilatère irrégulier au reflet écarlate le fameux talisman de la vie. Toutes les sœurs zélotes de Sinistrose qui ont une place élevée dans la hiérarchie de l'ordre en portent un. Cette pierre a des vertus curatives et son rayonnement bienfaisant est capable de miracles. Le talisman de vie vous permet d'utiliser le sortilège Medicantem. On ira voir après ce que c'est que ce sortilège. Vous parcourez des yeux le corps grouillant de verre. Les rares lambeaux de tissu qui subsistent sur la dépouille montrent qu'il s'agissait d'une sœur zélote. Il semblerait qu'elle ait été emmurée vivante et que dans son calvaire, elle ait utilisé les rayonnements du talisman pour lutter le plus longtemps possible contre la soif et la faim. Que Jenkyle l'accueille dans son giron, pensez-vous. Sur un pupitre placé dans un coin, vous trouvez des liasses de parchemin recouverts de caractères écrits avec régularité. Il s'agit des derniers instants de la sœur zélote, racontés heure après heure. Ce récit cauchemardesque vous fait blêmir. Vous tournez les pages jusqu'à tomber sur un petit texte inachevé qui attire votre attention. Toutes nos sœurs ont été persécutées ces derniers mois par les phalanges, la garde personnelle des princes régents. Sinistrose et les sœurs zélotes, les plus anciennes, ont été conduites au pic noir, les autres ont été massacrées, emprisonnées ou exilées. Les fanatiques du quartier des incendiés, à la lisière de la ville basse, ont participé à ce pogrom. Une loi appelée « Décret de non-magie » a été adoptée par le casus bellum et la phalange. La situation est catastrophique pour notre ordre. Une force très puissante annule certains de nos sortilèges. Nous pensons que Dologior et Miltarun sont aidés par un pouvoir occulte.
Ces informations de première main vous font gagner 2 points d'information. Vous sortez de cette salle et regagnez la pièce circulaire. En descendant l'escalier, vous repassez devant la statue de l'infratarne et soudain, il vous semble qu'elle a tourné la tête à votre passage. Ce doit être la fatigue, pensez-vous, rendez-vous au 45. Alors, on a dit donc le sortilège Medicantem. Donc ce sortilège, je crois, me permet d'avoir, alors que je vais mettre la caméra dans la bonne direction, me permet d'avoir un dé de réserve supplémentaire contre un point d'arcane, mais on va aller voir ça tout de suite sur la petite fiche. Alors, Medicantem vous permet de gagner un dé d'action de réserve. C'est le seul sortilège que vous pouvez utiliser quand vous voulez, même si ce n'est pas mentionné dans le texte, sans oublier de soustraire un point d'arcane à chaque fois que vous l'utilisez. Depuis la nuit des temps, les peuples d'Almaron ont développé un savoir conséquent quant à la manière de guérir les blessures, les maladies et autres infections. Ces connaissances étaient bien souvent très ritualisées et faisaient partie intégrante de la doxa religieuse de ceux qui les appliquaient. L'ordre des guérisseuses, créé par Jenkal, la compagne d'Almaron, allait révolutionner l'art de guérir. Pour la première fois, la cure n'était plus associée à la liturgie religieuse et devenait une compétence profane. Conjugué à la manière des arcanes, l'art de guérir rendit ses praticiens très puissants, au point que certains personnages haut placés de l'ecclésiarchie les virent d'un mauvais œil. Après la mort de Jenkal, l'ordre guérisseuse perdit son influence. Elle fut accusée d'hérésie et pour se protéger des représailles, l'ordre se convertit en mouvement religieux, avec Jenkal comme déesse tutélaire. Le sortilège Medicantem est le premier que doit connaître tout adepte de l'ordre. Il soigne les coups, entaille et fracture, et peut ralentir la progression des maladies. Contre les maux de nature magique, il reste toutefois sans effet, c'est bon à savoir. Extrait d'un discours de Dysagande de l'Académia de Talisandre devant les jeunes disciples de Jenkal. Alors j'ai coché là-bas et je rajoute également mes 2 points d'information ici. Si vous en êtes d'accord, je passe à 7. Il va être temps d'utiliser la gomme. Alors rendez-vous en 47. 47. On va faire un petit gros plan parce que là c'est pas suffisant. À présent, vous décidez de vous rendre à l'administrum. Rendez-vous au 428. Si vous décidez de vous rendre à l'administrum. Si vous préférez retrouver vos quartiers au fort portuaire, vous pouvez vous diriger vers le sud-est, rendez-vous au 217, ou vers le sud-ouest, rendez-vous à l'heure au 404. Si vous préférez explorer la ville basse, rendez-vous au 196. Alors l'administrum, on l'a déjà fait. On remarque que là, ils n'ont pas mis la petite mention si vous ne l'avez déjà fait, mais je me souviens bien, le numéro, c'est le 428. Donc là, on a 2 options quand même pour les quartiers à fort portuaire, sud-est ou sud-ouest. Et ces 2 options n'existaient pas avant. Enfin, ça ne me parle pas. Je vais explorer la ville basse, il n'y a pas de raison. Donc le 196. Vous progressez lentement dans cette partie de la ville où chaque carrefour débouche sur de nouvelles rues qui se perdent dans la nuit. Le vent se lève et des bourrasques font s'envoler les brins de paille qui recouvrent les pavés. Les lunes jumelles éclairent le sinistre quartier, projetant des filaments d'ombre sur le chemin par lequel vous êtes arrivé. Une enseigne grinçante, pendue près d'une lanterne, vous annonce l'auberge du quai, un lieu fort bruyant d'où s'échappent des volutes de fumée et des chants paillards. Vous décidez d'y entrer pour profiter de l'atmosphère joyeuse. Une fois passé le seuil, l'odeur de poisson grillé mêlée à la fumée de tabac vous pique les narines. De nombreuses femmes se pressent de table en table, remplissant les chopes de bière xatamarienne. La foule des clients est bigarrée. Si la plupart sont humains, il y a également une table où siègent de robustes centuplides aux écailles jaunes et bleues qui boisent en silence. Près de l'âtre, des héroïnes ivres entament un concours de rois qui boit. À la fenêtre, au fond de la grande pièce, 3 Sandrov titubants lancent des poignards sur une cible
sous le regard d'une jeune femme au regard intense. Elle tapote nerveusement le comptoir de ses doigts fins. L'aubergiste, quant à lui, s'échine à se faire payer les consommations par un client récalcitrant. Ce genre d'endroit est parfait pour prendre le pouls d'un pays. Ici, on pourra certainement vous renseigner sur des événements qui ont peut-être échappé à votre guide, d'ordinaire si bien informé. Avec qui allez-vous converser? Si vous optez pour les centuplides silencieux, allez-vous au 28. Si vous décidez de boire avec les Éowyn, rendez-vous au 236. Si vous essayez aux côtés de la jeune femme au comptoir, rendez-vous au 125. Enfin, si vous décidez d'aider l'aubergiste à récupérer son dû, rendez-vous au 82. Bon, je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, je vais plutôt m'asseoir aux côtés de la jeune femme, bien entendu. C'est le 125. Alors, on a une belle illustration. Du paragraphe 125. C'est peu engageant quand même. Alors, vous vous installez au comptoir et lui proposez une chope de bière xatamarienne. Elle accepte avec un grand sourire révélant ses dents d'une blancheur éclatante. Sa peau hâlée et ses vêtements de soie colorée vous font supposer qu'elle est originaire du Sud, ou du moins qu'elle y a voyagé longtemps. Elle se nomme Cassaris et converse avec vous agréablement durant 1 heure. Vous remarquez que les Sandov, lanceurs de couteaux, ne vous quittent pas des yeux. Sentant votre doute, elle pose la main sur votre bras. Ne vous inquiétez pas, ils sont avec moi, ce sont en quelque sorte mes frères. Voyant votre surprise, elle vous raconte son périple depuis Périnal, la péninsule située au sud de Shannara, gouvernée encore aujourd'hui par une cruelle corporation de trafiquants d'esclaves. Alors, on me parle de Périnal. Alors, où est Périnal? Je cherche Périnal. Alors, on m'indique que c'est au sud, mais bon, je ne vois pas très bien sur cette carte où se trouve Périnal pour l'instant. À voir. Je continue. La nation de Périnal a toujours été mise au banc des 5 contrées à cause de ses activités. Alors, c'est peut-être un continent au sud. À cause de ses activités peu recommandables. Cassaris en fut d'ailleurs victime. Revendue à un haut conseiller de Gizorn, elle doit aujourd'hui encore payer 1 mois de sa vie avant d'être entièrement libre. Ses frères, comme elle les appelle, sont en réalité d'anciens captifs de Périnal. Partout sur le continent, les esclaves ont toujours constitué une fraternité très soudée. Il est de notoriété publique que même si ce trafic est interdit, de riches marchands s'arrangent pour être au-dessus des lois. Il n'est pas rare que leurs caves pullulent de jeunes esclaves robustes. Toutefois, jamais vous n'auriez imaginé qu'un membre de l'administrum, c'est-à-dire du gouvernement de Gizorn, pût avoir l'audace de bafouer ainsi les droits de l'Empire. Il faut croire que Gizorn n'est plus gouverné comme jadis. Cette nouvelle vous attriste, mais vous fait gagner 1 point d'information. Rendez-vous au 425. 1 point d'information, je passe à 8. 425. Cassaris vous propose de l'accompagner dans une fumerie d'Yatlok. Nous avons quelque chose d'important à accomplir là-bas, mais je ne voudrais pas me séparer pour autant de votre agréable compagnie. Vous verrez, ça vous détendra. Elle plonge son regard azur dans le vôtre et vous gratifie d'un splendide clin d'œil. C'est très suspect. Qu'allez-vous faire? Si vous les accompagnez à la fumerie, rendez-vous au 42. Si vous préférez décliner l'invitation et retourner dans vos appartements à Fort-Porteur, rendez-vous au 317. Je vais préférer décliner l'invitation, ça ne me dit rien qui vaille, malgré tout. Donc 317. Le clin d'œil m'a mis la puce à l'oreille. Alors ce que j'aime dans ce type de bouquin, c'est si des indices dans le texte vous permettent de prendre la décision. Dans certains livres dont vous êtes les héros, vous avez le choix entre prendre la porte de gauche, vous mourrez, la porte de droite, vous vivez, sans plus d'indications. C'est rare, mais je l'ai vu. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il faut quand même bien le dire. Il faut que le texte, si le lecteur est attentif, vous permette de faire le bon choix, bien entendu.
L'obscurité est complète dans la ruelle. Si vous venez d'aider un aubergiste à se faire payer, rendez-vous au 210. Sinon, vous retournez dans vos appartements en accélérant le pas. Le quartier n'est pas sûr et il n'y a pas âme qui vive. Allez-vous prendre la direction du sud-ouest, 404, ou celle du sud-est? Alors, on m'a parlé du sud-ouest et du sud-est de Gizorn au début. Il y a un quartier qui est brûlé et un autre non. Je vais prendre au hasard. Je vais prendre le sud-ouest, 404. Vous parvenez sans encombre au fort portuaire. Un garde en faction est ébahi de vous voir dehors à une heure si tardive. Il est d'abord réticent à vous laisser passer, mais après avoir reconnu votre anneau de guilde, il se tient coi et vous cède le passage. Rendez-vous au 372. Vous prenez la direction de vos appartements dans le fort portuaire. Dans la cour intérieure, un officier mal rasé, aux vêtements défaits, vous accueille crûment. « Monseigneur, dit-il avec un ton que vous sentez empli d'ironie, après les récents assauts des Fils du Feu, qu'Almaron les engloutisse, la garnison ne peut se permettre de vous octroyer une escorte hors des murs de la cité. Il vous faudra donc partir seul pour la cité Carrefour. » Impassible, il vous salue, le bras gauche tendu et le poing fermé. Bras gauche tendu et poing fermé. Je vais le noter, ça. Bras gauche tendu et poing fermé. C'est peut-être un code. Rendez-vous au 107. Vous pénétrez dans le fort portuaire et déambulez un long moment dans les couloirs en proie à des pensées agitées. Le contexte n'est pas simple. Officiellement, vous êtes l'émissaire de l'impératrice pour inspecter la construction des temples de Djenkal. La situation des chantiers est catastrophique et vous sentez bien que le pouvoir en place à Shennara accorde tout juste assez de moyens pour ne pas créer d'incidents diplomatiques. Jusqu'à présent, tout le monde a pris soin de vous tenir à l'écart des lieux de pouvoir. Depuis que vous êtes arrivé, on ne vous a pas encore présenté au haut ecclésiarque, le chef religieux de Gizorn, ni laissé mettre un pied dans le palais de l'administrum où se gèrent les affaires courantes de la cité. On ne vous accorde aucune escorte pour rejoindre la cité Carrefour et par-dessus le marché, Paxar Valis, au mépris du respect dû à votre rang, vous propose une visite dans des lieux de débauche. C'est comme si on vous envoyait un message subtil sur un ton cordial dont le contenu serait « Nous ne craignons pas l'impératrice et nous n'avons que faire de votre présence ici ». C'est avec ces pensées confuses que vous retournez dans votre chambre. Votre prochaine étape sera Tantarel où un contact vous attend. Peut-être en saura-t-il un peu plus sur la situation qui règne dans les hautes instances du pouvoir à Shennara. Si vous avez quelque chose à faire à Sherabaz, rendez-vous au paragraphe que votre compagnon de la nuit dernière vous a indiqué. Alors je n'ai rien à faire malheureusement à Sherabaz. Sinon, rendez-vous au 86 pour quitter Gizorn et rejoindre Tantarel où vous attend l'agent de votre guilde, Dueladores Mact. Alors le 86. À l'aube, vous quittez Gizorn. Les premières collines font leur apparition. La route royale serpente entre elles et en traversant des hameaux dont vous oubliez le nom aussitôt qu'ils disparaissent derrière vous. Votre voyage vers Tantarel se déroule sans encombre et vous n'avez aucune peine à trouver votre contact. Dueladores Mact, un vigoureux mercenaire entre deux âges qui fut membre de votre guilde il y a bien longtemps. Après vous avoir salué, il lisse ses moustaches grises imbibées de bière et vous invite à échanger vos informations respectives sur la situation politique de Shennara. Mais que savez-vous exactement? Il est à présent temps de comptabiliser vos points d'information. Si votre total de points d'information est de 7 ou plus, on va au 269. 6 ou moins, rendez-vous au 227. Alors moi, je suis à 8. Ouf. Je peux aller au 269.
Vous conversez longuement avec Dolores Macht devant l'âtre d'une vieille masure qu'il partage avec une jeune femme au teint pâle et aux cheveux plus noirs que charbon. Chaque révélation de l'un apporte des éclaircissements à l'autre. Après les recoupements de vos informations, il apparaît clairement que Shennara vit une mutation d'importance. Il semblerait que tout ait commencé lorsque Dologior et Miltaren revinrent de la guerre contre le Sveagen. Là-bas, loin dans le nord, le bon roi Argélite perdit la vie dans des circonstances qui aujourd'hui encore ne sont pas éclaircies. Dologior et Miltaren étaient les deux vassaux les plus puissants d'Argélite. Il leur revenait donc de diriger le royaume en attendant que le grand conseil des 5 contrées ne désigne un nouveau roi. C'est ainsi que Miltaren et Dologior devinrent les princes régents. Les rois de Shennara bénéficiaient d'une garde personnelle pour parer à d'éventuels coups d'État. Cette garde, c'étaient les fameux chevaliers de la robe grise. Ceux-ci n'avaient aucune confiance en Dologior, et bien qu'il soit, selon les usages, leur chef. Pour cette raison, il constitua sa garde privée, la Phalange Noire. Une fois ces chiens de garde lâchés, ceux-ci arpentèrent Shennara et soumirent bon nombre de villages à leur volonté en obligeant les populations valides à rejoindre des armées de réservistes. Pendant ce temps, l'ordre de la Rose Grise se dispersa et ses membres furent réduits à une troupe indisciplinée de chevaliers errants. Pendant que Dologior constituait la phalange, Miltaren s'intéressa surtout aux adeptes de Sinistrose, les sœurs zélotes. Celles-ci concentraient en leurs mains les antiques connaissances magiques. L'art secret des arcanes était protégé. Il se transmettait uniquement selon le bon vouloir de cet ordre. Pour éviter d'avoir un jour à les affronter, Miltaren mit tout son pouvoir pour convaincre le casus bellum, l'organe représentant les militaires et les soldats du royaume, de se débarrasser de Sinistrose et de ses adeptes. C'est ce qu'ils appelèrent la Grande Purge. La population ne s'offusqua pas, car la magie effraie, et c'est presque avec soulagement que la plupart des habitants de Shennara accueillirent les événements sanglants qui marquèrent cette chasse. Sinistrose elle-même, accompagnée par les grandes prêtresses de la sororité, fut incarcérée au Pic Noir. À Gizorn, on raconte que le chef de la ville, l'archicomte Maradon, négocia avec les Fils du Feu, les fanatiques du quartier des Incendiés, pour qu'ils l'aident à se débarrasser des magiciennes. Certains parlent d'un trafic d'armes en échange des services de cette secte sanguinaire. Forts de leur position, les deux princes régents malmenèrent de plus en plus les règles qui depuis toujours harmonisent l'entente entre les peuples. Il y a à peine quelques semaines, ils ont retiré tout pouvoir à l'administrum. L'Assemblée démocratique, qui abritait les scribes et les diplomates impériaux, a été évacuée. Dans le même temps, Dologior a provoqué la dissolution du Triumvirat. Les Éowins, les Centupides et les Sandrov se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucun représentant dans les sphères du pouvoir, ce qui n'augure évidemment rien de bon pour la suite. On entend de plus en plus d'histoires où la milice est mêlée à des activités criminelles comme le commerce d'esclaves. Les princes cherchent à renflouer leurs caisses sans être dépendants des échanges avec les autres contrées. Les convois secrets qui transportaient des esclaves sur les routes de Shennara se sont fait attaquer à maintes reprises par une bande de hors-la-loi qu'on appelle la meute d'Orrun. Ces bandits, bien qu'ils soient de dangereux criminels très réputés dans le pays, ne veulent pas de la nouvelle loi martiale et font tout pour contrer les princes régents. Ils paraissent sympathiques. Enfin, parmi tous ces brusques changements inquiétants, il y a également la décision des princes de limiter drastiquement les libertés religieuses. Si vous ne faites rien, le pays risque même de quitter le giron de l'Empire. Vous avez réussi la première partie de ce livre. Effacez tous les points d'information que vous avez gagnés jusqu'à présent. Votre nouveau total est de 0. N'oubliez pas de le noter dans votre carnet d'aventure. Rendez-vous au 407. Ah, voilà une bonne nouvelle. J'ai réussi la première partie du bouquin. Voilà la gomme, le meilleur allié du joueur de Livre dont vous êtes le héros, bien entendu. Et voilà. Alors 407. Eh bien on continue, hein. Il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Je poursuis la vidéo. Alors 407.
Alors, attends, je voulais voir la route quand même que nous prenions avant de continuer. Alors, euh, donc Cher-Abaz, oui, c'est à l'intersection entre Gizern et Tantarel, mais il y avait peut-être quelque chose à faire là-bas, mais je n'ai pas trouvé. Et puis, on a poursuivi vers Tantarel, si j'ai bien suivi. Alors, donc nous serions au sud des collines de Marmat. On peut poursuivre vers Talisandre, remonter au nord ou aller au sud. Vers Pitol, il n'y a pas de ville, c'est une rivière apparemment. Hop. Bon, ok, 407. Un silence s'installe dans la masure. Les heures passent et le bois s'est pratiquement consumé dans l'âtre. La jeune femme débarrasse votre table en vous regardant timidement. Deladorès se frappe la cuisse du poing et s'écrie. On ne peut pas aller à Talisandre pour continuer les visites des chantiers. Les événements prennent une importance capitale. Il faut que tu retournes prévenir l'impératrice de ce qui se passe ici. Pour ma part, je vais aller à Kronstadt chercher de l'aide. À l'évocation de ce nom, vous frissonnez. Kronstadt, la cité libre, refuge des bagnards et des repris de justice, terre d'accueil des déserteurs et des bandits de grand chemin, havre de paix pour tous les nécromants pourchassés et les sorcières marquées au fer rouge. Un endroit bien dangereux s'il en est, perdu au milieu d'une lande marécageuse pratiquement infranchissable. C'est aussi là-bas que les plus malfaisantes canailles et les plus fins bretteurs mettent leur épée à louer. Vous acquiesquez à sa proposition, puis vous lui souhaitez bonne nuit. Vous êtes sur le point de regagner votre couche lorsque la porte vole en éclats et laisse place à 10 guerriers en armure noire rutilantes. « La phalange !» s'écrie Deladorès. Une haute silhouette malingre qu'encadrent de longs cheveux lisses et gras, un sourire sadique sur les lèvres, entonne d'une voix mielleuse en fixant tour à tour Deladorès et la fille. « Oh, mais quelle est cette charmante jeune femme ?» dit-il. « La petite magicienne, ma parole, que tu caches impunément dans ton réduit sordide, et moi qui me suis usé les semelles durant de longs mois. Tu ne connais donc pas la loi de la grande purge? Je vais te la rappeler, vieux débris. Une volée de carreaux d'arbalète s'abat sur votre hôte. Il écarquille les yeux et son visage se fige dans un rictus de douleur. Le regard rivé au vôtre, il lâche un râle mêlé de paroles à peine compréhensibles. Tu dois, Zila, Kronstadt. Puis il s'effondre sur la table, les bras bâillants et les yeux révulsés. Il me semble que tu te sois trouvé au mauvais endroit et au mauvais moment, éructe le chef des phalangistes. Tuez-moi ce pourceau, dit-il en vous désignant, et amenez-moi la fille. Il tourne les talons tandis que ces hommes rechargent calmement leur arbalète. Rendez-vous au 129. Aïe, ça se corse. Il avait l'air sympathique, mais il n'a pas survécu longtemps, Deladorès. 129. Malgré la surprise et l'horreur de voir Deladorès Macte s'écrouler sous vos yeux, vous n'avez guère le temps de vous apitoyer sur son sort. Déjà, 2 miliciens de la phalange s'approchent de vous en dégainant leurs sabres, pendant qu'une troisième recharge son arbalète. Il ne faut aucun doute qu'il s'apprête à vous faire subir le même sort. Vous devez agir vite. Si vous vous élancez contre la fenêtre dans l'espoir de pouvoir prendre la fuite, rendez-vous au 299. Si vous décidez d'utiliser un sortilège, rendez-vous au 328. Enfin, si vous êtes assez fou pour tenter le corps à corps, allez au 99. Alors, sortilège, est-ce que mon sortilège Inis Possum peut faire quelque chose? Il doit certainement y avoir une bougie dans la pièce. Alors, je vais essayer d'utiliser un sortilège. 328. Alors, quel sortilège allez-vous utiliser? Inis Possum, rendez-vous au 200. Tellure Bellum ou Maximum Lus. Si vous ne connaissez aucun de ces sortilèges, rendez-vous au 299 pour fuir par la fenêtre. Vous pouvez également les combattre au 99. Alors, je vais essayer Inis Possum, c'est le seul que je possède, c'est 200. Vous perdez un point à la canne, vous prononcez la formule et tendez la main vers la cheminée. Le feu qui crépite dans l'âtre grandit et prend une apparence vaguement humaine. Les flammes s'emparent des corps de vos ennemis et bientôt une odeur de chair brûlée envahit la pièce. Les hurlements des miliciens se muent rapidement en râles
et il s'effondre sans vie à vos pieds. Notez que vous avez tué 3 miliciens de la phalange. Rendez-vous au 12. Alors, je perds un point d'arcane. Les points d'arcane, je passe à 3. Non, je passe à 4, puisque j'avais perdu un point d'arcane pour ouvrir le coffre, et j'avais recommencé la partie, puisque j'étais mort. Donc je suis bien à 4. C'est le premier sortilège que j'utilise. Ensuite, je note, j'ai tué 3 miliciens tués. Alors, rendez-vous au 12. Sans perdre une seconde, vous enjambez les cadavres des miliciens. Vous êtes désormais seul dans la pièce. Les phalangistes ont emmené la jeune servante de la Dorès pendant que vous défendiez votre vie. Au dehors, les piaffements des chevaux se mêlent à des cris de terreur. Vous vous apprêtez à sortir de la maison par la fenêtre lorsqu'un murmure rauque attire votre attention. De la Dorès Macte respire encore. Ses yeux vitreux vous fixent nerveusement. Sa main tendue vous indique un parchemin passé dans sa ceinture. Vous le saisissez aussitôt. Votre allié blêmit, puis son regard s'éteint. Notez sur votre carnet d'aventure que vous possédez la lettre des frères Kuntarfeld. Lorsque vous déciderez de la lire, vous devrez vous rendre au paragraphe 124. Alors, lettre des frères Kuntarfeld. Je note. Lettre des frères Kuntarfeld. Kuntarfeld. Pas facile à prononcer, et c'est le 124. Voilà. Alors, est-ce que je la lis tout de suite, mais c'est pas prudent de la lire tout de suite, peut-être. Si vous ouvrez la fenêtre et sortez en silence avant que les phalangistes ne se rendent compte que vous avez terrassé leurs compagnons, rendez-vous au 251. Si vous sortez par la porte principale, bien décidé à en découdre et à sauver la jeune servante des griffes de ses tortionnaires, rendez-vous au 161. Je suis en minorité, c'est pas prudent. Je vais me rendre au 251 pour sortir discrètement. Je suis sûr qu'on pourra la sauver plus tard, enfin j'espère. L'arrière de la maison donne sur une ruelle sombre creusée d'ornières. Les lunes brillent au-dessus du hameau. Au loin se dresse la colline de Marmat qui marque la fin du village de Tantarel. Droit devant vous, le minaret d'une petite chapelle dédiée à Djenkal projette ses ombres sur les façades. Alors que vous longez les murs silencieusement en quête d'une cachette, vous entendez le piaffement de plusieurs chevaux, suivi d'un cri désespéré. Vous reconnaissez la voix de la jeune servante de la Dorès, Macte, peu à peu couverte par des raies malveillants. Que faire? Allez-vous tenter de vous approcher des voies en contournant la bâtisse 161, si vous décidez de fuir le village au plus vite en partant sans plus attendre vers la colline de Marmahante 291. Je vais quand même approcher, ça coûte rien, enfin j'espère. 161. Dehors, le vent est tombé. Vous avancez prudemment en restant dissimulé. Dans l'ombre. Devant vous, une dizaine de phalangistes en armure noire se préparent à reprendre la route. Des villageois apeurés à leurs fenêtres ferment précipitamment leurs volets. Vous reconnaissez la jeune servante de la Dorès, le visage couvert d'échymoses. Elle fixe d'un regard plein de haine celui qui semble être le chef des miliciens, un homme grand d'une maigreur maladive avec de longs cheveux gras qui recouvrent les épaulettes de son armure. Dologior sera satisfait de notre succès. Et après tout, ce chemin pour retrouver cette peste, je ne serais pas fâché de profiter des bordels de Pitol, l'entendez-vous dire dans un sombre ricanement. Elle lui répond par un crachat en plein visage. Rageusement, il la frappe du plat de son épée et lui fait perdre conscience. Si vous jetez un sort pour tenter de libérer la jeune fille, rendez-vous au 323. Si la situation vous paraît bien trop périlleuse, vous pouvez fuir vers le village en vous rendant au 291. Je vais essayer de lancer un sort. Alors j'ai un sort qui me permet de transformer ma voix, mais est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr, hein, honnêtement. Hein. 323. C'est pas là. Excusez-moi.
moi. Alors, quel sort allez-vous utiliser contre ces 11 miliciens? Inis Possum, Tellur Bellum, Noctis Negrum, Vos Horribilis ou Zephyr Perflo. Alors, moi j'ai Vox Horribilis. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait du feu dans les environs, donc je suis perplexe. Je vais préférer Vos Horribilis. Ça me paraît être un bon choix. 383. Vous perdez un point d'arcane. Vous trancez dans l'air un symbole runique, puis vous vous mettez à crier. Le son qui sort de votre bouche ne ressemble à rien de connu. C'est un hurlement strident qui déchire l'air. La servante qui gisait inconsciente se réveille en sursaut et pose immédiatement son regard dans votre direction. Ses yeux sont troubles et son corps est agité de soubresauts. Les miliciens tournent la tête de tous les côtés, stupéfaits et effrayés tant par le hurlement que par l'étrange transformation de la jeune fille. Si vous n'agissez pas immédiatement, vous risquez de perdre l'effet de surprise. Si vous décidez de vous précipiter vers les phalangistes, notez que vous en tuez un avant qu'il n'ait le temps de réagir et combattez les autres en vous rendant au 89. Si vous préférez fuir, rendez-vous au 291. Bon, je vais tenter le coup, mais j'y crois pas. Alors 89, j'en tue un, ils étaient 11. Alors je perds un point d'arcane, ne pas oublier. Hop. Donc là c'est sûr, je passe à 3. Vous passez à l'attaque tout en prenant soin de garder le dos au mur pour éviter l'encerclement. Il y a 7 miliciens engagés dans la mêlée, moins éventuellement ceux que vous avez déjà tués dans la maison de Deladores ou dans la rue. Ah, alors j'en avais tué 3. Et j'en avais tué 3 et j'en ai tué un supplémentaire. Donc j'en ai tué 4 en tout. Donc, retirez un dé, pour chaque milicien tué, retirez un dé à la difficulté. Ils vous combattent sous le regard amusé de leur chef. Difficulté 6 dés. Donc j'en ai tué 4, c'est une difficulté à 2 dés. Alors c'est notre premier combat. Et les combats sont très simples, je vais les réexpliquer. Donc on va lancer les dés verts pour nous. Alors les dés d'action, j'ai 4 dés d'action, je peux éventuellement ajouter un ou plusieurs dés de réserve. Là j'ai un dé spécial, mais c'est uniquement pour convaincre, donc je ne vais pas pouvoir m'en servir. Et eux, eh bien, vont lancer 2 dés. Alors c'est pas le total qui compte, c'est le nombre de chiffres impairs. Donc là je vais utiliser un dé de réserve, donc je vais lancer 5 dés pour être sûr de gagner. Hop. Alors ça c'est quoi? C'est le 6. Ok. Alors je n'ai que 2 chiffres impairs, donc ils peuvent faire égalité. Je lance 2 rouges. Non. Ouais, et donc sur ceux-là, c'est le 6, c'est le crâne de mort. Donc il y a 15, ils n'ont aucun chiffre impair, donc j'ai gagné par 2 à 0 et le combat est victorieux. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 205. Les phalangistes sont sur le point de vous faire passer de vie à trépas lorsque la jeune fille reprend connaissance et se met à hurler. Un malaise vous envahit, vous faisant presque oublier la peur qui vous noue le ventre. Les hurlements montent dans les aigus jusqu'à devenir insupportables. Votre vue se trouble, mais vous pouvez encore distinguer les miliciens lâcher leurs armes pour se protéger les oreilles. La place de Tantarel s'illumine et le sol se met à trembler. À votre grande stupéfaction, vous voyez un geyser d'énergie pure s'échapper de la bouche de la jeune fille. Une bourrasque surgit de nulle part vous projette à terre. Vous sentez une force colossale à l'œuvre. La seconde suivante, le souffle d'une explosion retentissante vous envoie rouler et vous laisse inconscient. Rendez-vous au 392. Je crois que j'aurais pu faire lecteur public sans aucune difficulté. J'aime bien ça, lire en public. Lorsque vous reprenez connaissance,
vous ne savez pas combien de temps s'est écoulé. Le soleil pointe à peine à l'horizon. Sur le sol gisent les corps mutilés des miliciens et celui de la jeune fille, à présent agité de soubresauts. Vous reprenez tant bien que mal vos esprits. Vous jetez vers elle un regard craintif, ne sachant que faire. De l'est vous parviennent des bruits de galop, peut-être que des complices de la phalange sont dans les environs prêts à intervenir. Les idées se bousculent dans votre tête. Doladores Macht est mort. Vous vous trouvez en présence d'une jeune fille recherchée par les princes régents et qui possède un pouvoir considérable. Une sœur zélote, en concluez-vous, mais d'une puissance qu'il ne vous avait jamais été donné de voir. La scène dont vous avez été témoin vous fait gagner un point d'information. Votre séjour à Shennara prend une tournure que vous n'auriez jamais imaginée. Non seulement de graves événements secouent le royaume, de surcroît vous y êtes intimement lié. Il est temps de réagir. Vous soulevez la jeune fille qui respire encore et la hissez sur vos épaules pour l'emmener dans un lieu plus sûr. Mais où allez-vous trouver un tel endroit? À côté de la maison de Doladores, vous remarquez une chapelle dédiée à Genkal et une grange à l'abandon dont l'étage supérieur pourrait être un bon point d'observation. Le bruit des sabots se rapproche. Qu'allez-vous faire? Si vous vous cachez dans la chapelle, rendez-vous au 324. Si vous préférez grimper à l'étage dans la grange abandonnée, rendez-vous au 87. Alors je veux préférer le 87. Il flotte dans la grange une odeur d'humidité et de moisissure. Vous déposez le corps de la jeune fille inconsciente sur de la paille brunâtre engluée dans des flaques de vase. Une échelle branlante grimpe à l'étage supérieur. Le plafond est constellé de fissures et menace de s'écrouler. Vous remarquez dans un coin de la pièce, à moitié recouvert par la paille, un épais anneau de fer accroché au sol. Du dehors, des bruits se rapprochent. Vous reconnaissez des voix humaines et des hennissements de chevaux. Que faites-vous? Si vous vous dépêchez de grimper au premier étage pour vous cacher avec la jeune fille, rendez-vous au 245. Si c'est l'anneau de fer qui retient votre attention, rendez-vous au 427. Alors grimper avec la jeune fille sur les épaules ne me paraît pas facile. Je vais plutôt voir l'anneau de fer, 427. Vous constatez qu'il s'agit d'une lourde dalle amovible. Vous la soulevez de toutes vos forces. Une odeur de renfermé vous assaille les narines. Au fond de la cache que vous venez de découvrir se trouve une splendide épée dont la lame est gravée de 3 runes. Cet objet est d'une facture exceptionnelle. Vous vous demandez qui a bien pu laisser une telle arme ici. Les bruits se rapprochent. Vous hissez la jeune fille sur vos épaules et vous gagnez l'étage supérieur. Notez que vous possédez l'épée runique. Rendez-vous au 245. Alors, je possède l'épée runique. Je vais noter ici. Épée runique. 245. Alors, 245. Un brouhaha fait de hennissements et des voix de plusieurs hommes vient rompre le silence. Vous jetez un œil à l'extérieur en prenant soin de ne pas vous faire remarquer. Une vingtaine de soldats en armure identique à celle des phalangistes morts se tiennent à présent sur le perron de la petite maison de Doladores Macht. Après quelques vas-et-vient ponctués de jurons, les soldats finissent par rassembler les corps de leurs semblables dehors. L'homme aux longs cheveux gras qui avait donné l'ordre de vous tuer semble vivant. Des râles incompréhensibles sortent de sa gorge. Les nouveaux venus s'agenouillent à ses côtés. Quand leur chef rend son dernier souffle, un grand gaillard blond aux cheveux clairs s'exclame d'une voix forte. Apparemment, le chien qui protégeait la magicienne n'était pas seul. Le capitaine Geladak vient de nous le confirmer. Je veux que vous fouilliez chaque maison de ce maudit village. Réveillez ses habitants et forcez-les à vous obéir par tous les moyens. Nous devons trouver la fille et cet étranger qui l'accompagne. Par Andarat, je jure qu'ils payeront pour ce qu'ils ont fait subir aux nôtres. Vous frissonnez à ces paroles. La situation est on ne peut plus problématique. Vous vous demandez comment sortir de ce guêpier lorsqu'une corne de brume retentit dans l'air en même temps que le soleil consume les derniers lambeaux de nuit. Rendez-vous au 393.
Pour l'instant, j'apprécie beaucoup cette aventure, je trouve ça bien écrit, bien rythmé, très agréable. La panique s'empare des soldats lorsque le mugissement de la corne de brume retentit dans l'air matinal. Des cris sauvages l'accompagnent et vous voyez bientôt surgir sur la place du village des hommes vêtus de guenilles et armés de lances, de haches et d'épées courbes. Les Éowyn les suivent en faisant tournoyer leur fronde. Les Sandrov, parés de tenues en cuir clouté, font éruption des ruelles latérales, leurs sabres levés vers le ciel. Vous reconnaissez même un énorme guerrier centuplide, les écailles luisantes et la hallebarde pointée vers les soldats de la phalange. Ça, c'est bon signe. Un groupe d'humains mené par un gaillard portant les fines moustaches et un bouc traverse Tantarel à dos de Crussac, ces dromadaires bipèdes bien plus rapides que des chevaux. L'homme roux, dont une longue cicatrice parcourt le visage, paraît ivre de fureur et vocifère des cris d'encouragement à ses troupes qui chargent les guerriers en armure. « Priez vos faux dieux, maudits racailles !» hurle-t-il. Orune et sa meute viennent se repaître de vos entrailles. Le choc est titanesque. La place de la cité carrefour de Tantarel devient le théâtre d'un violent affrontement. Si vous êtes à l'étage de la grange et que vous possédez l'arc d'Infan, vous pouvez décocher vos flèches sur les phalangistes. Rendez-vous au 143, malheureusement je ne l'ai pas. Si vous n'avez pas d'arc, ou si vous désirez ne pas vous en servir, ou si vous ne trouvez pas dans la grange, vous pouvez profiter de la bataille pour tenter de fuir le village avec la jeune servante. Rendez-vous au 142. Enfin, vous pouvez également décider de vous jeter dans la mêlée et combattre aux côtés de la meute d'Orjun. Rendez-vous au 85. Moi, ces meutes me paraissent sympathiques. Je vais me rendre au 85. Des guerriers de la phalange se tournent vers vous et dans la clameur des cris du combat, vous parvenez à entendre « Regardez, la fille est avec lui, attrapez-les » Des miliciens se détachent du groupe. En quelques instants, ils sont sur vous. Si vous êtes dans la grange, votre position est avantageuse et vous pouvez ajouter à votre lancer un dé d'action uniquement pour ce combat. Si vous êtes ailleurs, menez ce combat normalement. Vous les affrontez l'un après l'autre. Si vous avez précédemment utilisé votre arc, considérez que pour chaque guerrier de la phalange abattu, la difficulté est diminuée de 1 dé. Phalangiste 4 dés. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 435. Bon, alors, un nouveau combat. Donc 4 dés, moi je vais lancer 5 dés. Je vais en rajouter 1 de la réserve et donc je passe à 3. Alors, moi je vais lancer 6 dés. Les voici. Alors, ma piste de dés n'est pas avec moi, c'est casse-pied. Alors, 3, 5. Spider-Man. Et eux, 4 dés. Alors, 4, 4, 1 et 6. Eh bien, j'ai gagné. J'ai gagné. Yes, 435. Les cadavres jonchent le sol. Des flaques de sang se mêlent à la terre et forment une boue épaisse et collante. Vous êtes désemparés. L'incertitude et la panique vous assaillent. Un bruit de tonnerre fait trembler la place, aussitôt suivi par un rayon de lumière immaculé qui s'abat sur les combattants. Le son mat de leur corps heurtant le sol et le craquement de leurs os vous font blêmir. Vous luttez contre l'évanouissement et parvenez tant bien que mal à distinguer la petite servante flottant à 1 mètre au-dessus du sol, les yeux révulsés, avec une étrange aura rougeâtre autour d'elle. « Emmenez-moi, entendez-vous, ne me laisse pas ici. Conduis-moi vers la cité libre, protège-moi. » Pendant qu'elle vous adressait la parole, votre regard était fixé sur elle et vous êtes sûr que ses lèvres ne doivent absolument pas remuer. Rendez-vous au 77. Des corps disloqués jonchent le sol. Les armures sont éventrées, les armes fondues. De la fumée s'échappe, des aumes des soldats et des râles d'agonie se font entendre partout autour de vous.
Les teintes rosées de la lumière et de l'aube colorent toute cette scène. La jeune fille ferme les yeux et retombe au sol inconsciente. Face à la multitude de combattants qui gisent à présent morts, vous vous rendez compte que la magie de la servante vous a sauvé la vie. Mais à quel prix? Vous rampez jusqu'à elle et la hissez sur vos épaules. Vous déguerpissez sans savoir nullement où aller. Cette épreuve vous fait perdre un dé d'action de réserve. Aïe. Rendez-vous au 160. Donc je passe à 2. Alors je vais profiter de ce moment d'accalmie pour lire la lettre, et donc je vais me rendre au 124. Donc c'est 160, je note le numéro 124. Donc je lis la lettre des frères Kundarfeld. 124. Voici ce qui est écrit sur le parchemin. Cher Doualadorès, nous sommes heureux de te savoir sain et sauf à Tantarel. Le climat qui règne à Shennara est décidément mauvais. Depuis que nous avons appris que l'ordre de la Rose Grise a été dissous, mon frère et moi-même avons fui la capitale. Nous avons trouvé asile dans une mine abandonnée. Nous sommes trop vieux pour tenter le voyage vers Kronasbat, notre nouveau refuge, ne ressemble en rien à la guilde des alchimistes, mais au moins ici nous pouvons continuer nos expériences sans être trop dérangés. Si tu as un jour besoin de nos services, viens de nous retrouver dans la vieille mine de Dagos, au nord-est de Bois-aux-Chênes. Tu seras comme toujours le bienvenu. Gardons espoir que la crise prenne fin rapidement. Sois prudent sur les routes. Camaron guide tes pas loin de l'inframonde. Chiesius et Arnal Kuntarfeld. Postscriptum. Notre laboratoire est protégé par un golem. Crie la formule Claudio Pupares et il s'immobilisera. Claudio Pupares. Je note. Claudio Pupares. Alors je vais noter l'orthographe correcte parce que on ne sait jamais. Voilà. Retournez au paragraphe d'où vous venez, donc ça sera le 160. Alors on va d'abord regarder sur la carte où est-ce que c'est. La mine de Dagos au nord-ouest de Bois-aux-Chênes. Alors où est Bois-aux-Chênes? Je regarde sur la carte. Bois-aux-Chênes. Ça doit se trouver quelque part. Bois-aux-Chênes. Alors Kronasbat, c'est ici. Mais je ne trouve pas Bois-aux-Chênes. Apparemment, il n'est pas indiqué sur la carte. Sauf erreur, je ne le vois pas. Bois-aux-Chênes. Bois-aux-Chênes, c'est ici. Plaine de Dagos. Donc leur mine se trouve par ici. Bah, c'est sur la route puisque nous sommes actuellement à Tantarel. Alors 160. 160. Vous atteignez enfin l'abri touffu des arbres à la lisière du village de Tantarel. Vous courez encore près d'une heure dans l'enchevêtrement des branchages. Le bosquet s'épaissit et c'est dans une véritable forêt que vous progressez à présent. Au loin, la masse sombre de la colline de Marmade se rapproche. Hors d'haleine, vous vous appuyez contre le tronc d'un arbre. Le soleil entame sa course dans un ciel sans nuages. Le froid du matin s'estompe et fait place à une douce chaleur. Vous faites une pause de quelques minutes, le corps ruisselant de sueur, et vous posez la jeune fille au sol. Elle reprend lentement connaissance et se tient devant vous, haletante, le visage baigné de larmes et les yeux écarquillés. « Où suis-je » dit-elle d'une voix hésitante. « Tu es en sécurité » lui répondez-vous. « Enfin, pour l'instant, viens, ne perdons pas de temps, il faut nous éloigner au plus vite de Tantarel. La région grouille de brigands et de guerriers de la phalange. Et dans les deux cas, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous. Vous atteignez la colline lorsque votre compagne d'infortune vous saisit le bras et vous regarde droit dans les yeux. « Je m'appelle Zila. Merci de votre aide, monseigneur. » Vous la regardez avec une appréhension que vous avez du mal à contenir. Le pouvoir dont elle a fait preuve lors de la bataille vous donne des frissons. « Comment as-tu fait une chose pareille ?» demandez-vous, la voix tremblante. « Je ne sais pas, c'est comme si j'étais habité. » vous répond-elle en baissant le regard. « Je ne comprends pas pourquoi on me cherche avec tant d'acharnement. Doualadorès non plus ne comprenait pas. Mais il n'a pas hésité à me protéger. Il n'y a pas une minute à perdre. Si.
Si Zila a été si importante pour la phalange, vous ne doutez pas un seul instant que dans peu de temps, la région va grouiller de limiers à vos trousses. Vous gagnez un point d'information pour avoir vécu la bataille de Tantarel. Rendez-vous au 293. 293 et je gagne un point d'information. Je passe à 2. Je passe à 2. J'en ai oublié un. Rendez-vous au 293. Au moins, il y a moins de misplay sur ce type de jeu. C'est déjà ça. En vous référant à la carte au début du livre, choisissez le cap vers lequel vous vous dirigez. Si vous continuez vers la colline de Marmarte, rendez-vous au 266. Vous pouvez également bifurquer vers la route royale, rendez-vous au 58. Alors, la route royale vers Talisandre. Et on me propose d'aller vers les collines de Marmate. Je vais me rendre dans les collines de Marmate. Rendez-vous au 266. Vous progressez lentement sur le chemin qui grimpe dans la colline. Le soleil s'élève paresseusement dans le ciel, recouvrant la végétation d'une aura rosâtre. Vous marchez depuis moins d'une heure lorsque soudain, venant de la route, vous entendez le fracas de sabots martelant le sol. Vous avez juste le temps de plonger dans les broussailles au moment où une troupe de cavaliers surgit. De cavaliers surgit. Il s'agit de guerriers de la phalange se dirigeant vers Tantarel. Pieds et poings liés, 8 hommes arborant l'insigne de la robe grise, l'ordre de la chevalerie resté fidèle à l'ancien roi, sont entassés sur un chariot. Leurs visages tuméfiés témoignent des mauvais traitements qu'ils ont subis. Cette découverte vous permet de comprendre que ces chevaliers, malgré la dissolution de leur ordre, semblent encore vouloir résister à la folie des princes régents. Cette rencontre fortuite vous fait gagner un point d'information. Rendez-vous au 241. 3. 241. Alors, 241. J'ai fait une petite pause pour surveiller que mon micro était encore valide. Le chemin que vous empruntez serpente autour de la colline. Une petite cascade s'écoule de ses flancs et vient se jeter dans la rivière Zarno-Zerna, loin sur la gauche. Plus haut, vous distinguez un bosquet d'arbres feuillus. Vous vous installez sur un rocher plat pour réfléchir à la suite que vous allez donner à votre voyage. La cruauté de la phalange noire, la garde prétorienne des princes a de quoi vous inquiéter. La seule possibilité de prévenir l'impératrice des événements qui secouent Shannara serait soit de joindre le port de Pitol et d'embarquer sur un navire, soit d'atteindre la cité libre de Krozendat, au-delà du bourbier. Après avoir traversé la colline, il faudra bien vous décider. Vous reprenez votre progression et alors que vous êtes sur le point de dépasser la cascade, vous entendez le sifflement caractéristique d'une chef. Lancez les dés. Difficulté 2D. Donc j'ai toujours mes 4 dés d'action, ça me paraît assez raisonnable. Alors, difficulté 2D, voici les 2 dés rouges et mes 4 dés verts. Moi, je vais tous les lancer en même temps, on ira plus vite. Alors, j'ai 3, 3 et 1, et lui à 3 et 4, c'est bon, c'est réussi. Donc, rendez-vous 131. Alors, je refais un petit gros plan. Le projectile vous frôle le bras. Une autre flèche siffle à vos oreilles et vient se ficher dans l'herbe. Vous jetez à plat ventre et rampez vers l'abri qu'offre un arbre déraciné. Une fois couvert, vous reprenez votre souffle. Une voix qui semble provenir de derrière la cascade s'élève. Laisse-nous ton or et tes objets de valeur, voyageur imprudent, ou c'est ton cadavre que nous jetterons dans la rivière. Si vous acceptez, rendez-vous au 165. Si vous décidez d'utiliser un sortilège pour vous tirer de ce mauvais pas, rendez-vous au 265. Je vais utiliser un sortilège. 265. Quel sortilège allez-vous utiliser? Aqua Possum, Invisibilis, Vos Horribilis ou Tellure Bellum? Je n'en ai qu'un, c'est Vos Horribilis, c'est le 190.
290. Vos agresseurs doivent certainement se cacher derrière le mur d'eau. Vous vous concentrez en prononçant la formule et modulez votre voix pour la faire ressembler au cri d'une bête démoniaque. Vous perdez un point d'arcane. Votre cri sépulcral retentit derrière la cascade. En quelques secondes, 4 silhouettes surgissent de leur cachette en hurlant comme des possédés. Ils prennent la fuite vers la rivière sans vous prêter la moindre attention. Le dernier d'entre eux glisse et s'étale tout son long sur le terrain pentu. Si vous profitez de l'occasion pour le menacer et lui soutirer des informations, rendez-vous au 220. Sinon, vous pouvez le laisser fuir et inspecter la cachette derrière la chute d'eau. Vous pouvez également attendre que vos agresseurs disparaissent en bas de la colline et continuer votre ascension. Je vais lui soutirer des informations en allant au 220. Donc je perds un point d'arcane et je passe à 2. Alors 220. Vous menacez de votre âme le maraudeur ensanglanté. Pitié, murmure-t-il dans un souffle à peine perceptible. Les lèvres tremblantes, le BC vous raconte son engagement dans la meute d'Orun et son métier de passeur. Orun nous a chargé de lui amener les voyageurs qui désirent se rendre au-delà du bourbier. Contre 100 pièces d'or, la meute escorte ceux qui veulent fuir le joug des princes félons et aller jusqu'à la cité libre de Kronesdath. Le seul point de passage est le pont qui traverse la faille de Taza, et ce pont, nous le tenons. Il marque une pause avant de poursuivre. Pour nous occuper, les autres gars et moi attaquons de temps en temps les voyageurs solitaires. Il prend un air résigné et regarde ses pieds. Vous abaissez votre arme et lui enjoignez de partir au plus vite. Il se retourne et s'en va, le dos voûté. Vous reprenez votre route lorsque le bruit d'une lame qu'on sort d'un fourreau vous fait tressaillir. Vous pouvez éviter juste à ce temps pour voir le maraudeur tenter de vous atteindre avec un petit poignard. Vous bloquez son attaque et par une clé de bras exécutée de main de maître, vous l'empalez sur son couteau. Il s'effondre et son corps s'agite de convulsions. Ce qu'il vous a appris vous permet de gagner un point d'information. Si vous souhaitez fouiller son corps, rendez-vous au 315. Si vous souhaitez continuer votre route sans tarder, allez-vous au 351. J'aurais bien voulu fouiller le truc sous la chute d'eau, mais ce n'est pas possible, apparemment. Donc je fouille son cadavre et je vais au 315. Je gagne un point d'information. Je passe à 4. Rendez-vous 315. Il a certainement quelques pièces d'or sur lui. Vous trouvez 17 pièces d'or que vous empochez. Si vous le désirez, vous pouvez également prendre parmi les armes de vos assaillants un fouet, une dague et un arc. Si vous n'en possédez pas déjà un, accompagné de son carquois et de 5 flèches. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas transporter plus de 3 armes. Rendez-vous au 351. Alors je vais prendre un fouet et un arc, puisque j'ai déjà une dague. Alors, donc je vais laisser tomber l'épée, et donc j'ai une épée runique. Je vais noter un fouet et un arc, 5 flèches. Et voilà. 351. Le sentier serpente entre de grosses souches d'arbres. Le clapotis de la rivière résonne alentour. Plus loin, le chemin bifurque à droite et descend vers une route plus large. En vous protégeant de la lumière, vous remarquez en contrebas un bâtiment d'où s'échappe une épaisse fumée. Si vous continuez votre ascension, allez au 399. Si vous descendez vers le bâtiment fumant, allez au 9. Alors j'espère tomber sur le labo des frères Kuntarfield. Hein. Donc rendez-vous au 9. Le 9. Alors que le soleil continue sa course dans le ciel, vous arrivez à un carrefour. Sur le bord de la route, vous apercevez un relais pour voyageurs récemment incendié et jugé par la fumée noire qui s'élève en épaisse volute. Tout autour, des cadavres jonchent la route. Si vous décidez de fouiller les corps, rendez-vous au 228. Je vais fouiller les corps, 228. Je ne sais pas si c'est bien ça.
C'est pas très moral de fouiller des cadavres comme ça. Si ça se trouve, ça va me poser des problèmes. Votre macabre recherche vous permet de trouver un poignard que vous dissimulez dans votre botte. Notez-le sur votre carnet d'aventure. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas avoir plus de 3 armes. Vous continuez votre route, rendez-vous au 44. Alors, un poignard dans la botte. Donc, je vais supprimer la dague. Ah non, ça me fait... Ouais, ça fait... Je vais supprimer... quoi? Le fouet. Donc, poignard. Botte. Donc, ça fait plus que 3 armes, c'est bon. 44. Alors, c'est pas un labo, c'était des ruines fumantes. Alors que vous dépassez le relais détruit, vous entendez un bruit qui rassemble à s'y méprendre aux pleurs d'un nouveau-né. Intrigué, vous contournez la bâtisse fumante. Derrière le terrain s'incline en pente douce. Quelques rochers épars sont disposés çà et là, à faible distance de la route. Derrière l'un d'eux surgit un enfant. Il est aussitôt rejoint par une femme d'âge mûr qui l'attrape par le col et le ramène à l'abri des rochers en vous jetant un regard apeuré. Si vous désirez aller à leur rencontre, allez au 204. Mais je vais aller à leur rencontre. 204. Derrière les rocs, un abri de fortune fait de toiles tendues a été ménagé. Une dizaine d'enfants de tous âges semblent avoir beaucoup de peine à rester silencieux. Un vieillard somnole dans l'herbe, aussitôt réveillé par un homme plus jeune dont la ressemblance frappante vous fait penser qu'il s'agit de son fils. La femme nous observe avec une angoisse non dissimulée. « Nous n'avons plus rien, vous dit-elle, l'air suppliant. Les phalanges nous ont tout pris. » Pour leur assurer de vos intentions sont pacifiques, vous leur assurez que vos intentions sont pacifiques et il vous invite à partager leur maigre repas. 100 familles vivaient de l'exploitation du relais. La route très fréquentée à cet endroit par les voyageurs se rendant vers le port ou vers la capitale était un lieu privilégié pour un tel commerce. Mais depuis la nuit précédente, vous explique-t-elle, il ne leur reste plus rien. Des phalangistes ivres, après avoir refusé de payer leurs nombreuses bières, ont commencé à devenir belliqueux. La rixe qui s'en est suivie a dégénéré et s'est soldée par la mort d'un milicien. Fous de rage, ses comparses ont mis le feu à la masure et ont décimé les clients de l'auberge. Une troupe de brigands de la région, connue sous le nom de Motte d'Orune, a alors fait irruption et a pris la défense des quelques clients survivants, contraignant les miliciens à fuir. La femme se met à sangloter. Ils nous ont dit de rejoindre la passe du Bourbier. Là-bas, la meute pourra nous faire entrer dans un convoi partant vers la ville libre de Kronosdath. Malheureusement, le prix de passage est élevé et nous n'avons plus rien. Elle baisse la tête et se cache le visage de ses mains. Vous gagnez 1 point d'information. Avant de prendre congé, vous pouvez leur donner 5 pièces d'or. Rendez-vous au 378. Je vais leur donner 5 pièces d'or sur les 17 que j'ai collectés et que je n'ai pas notés. Donc ça fait que je rajoute 12 et je suis à 21. Donc je gagne également 1 point d'information. Je passe à 5. Rendez-vous au 378. Que ton nom soit sanctifié, étranger. Nous prierons Almaron de guider tes pas loin de l'inframonde, dit-elle, comme le veut la coutume en de pareilles circonstances. Rayez 5 pièces d'or de votre carnet d'aventure et gagnez 1 dé d'action de réserve. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Donc 1 dé d'action de réserve, je repasse à 3. Rendez-vous au 244. Le chemin que vous suivez contourne la colline de Marmat. Au loin, vous apercevez les premières vapeurs qui annoncent le Bourbier, distant d'au moins 4 journées de marche. Sur votre droite, la route devient plus large et conduit vers Talisandre, la capitale de Shennara,
et vers le port de Pitol. À gauche, la rivière de Zarno-Zerna continue sa course dans le bois aux chênes, longé par un petit sentier. Au travers des branchages, vous distinguez un moulin à eau en ruine. Alors que vous hésitez quant à la direction à prendre pour poursuivre votre voyage, vous passez à côté de la carcasse d'un crussac étendu sur son flanc. Vous vous arrêtez pour observer les aventures lorsque le craquement d'une branche attire votre attention. Dans les profondeurs du sous-bois, une silhouette titubante pénètre dans le moulin. C'est un homme lézard de la race des centuplides. Il est de très haute taille et semble blessé. Si la jeune servante de Doladores est avec vous, rendez-vous au 431, c'est bien le cas. Sinon, vous pouvez suivre le centupide, rendez-vous au 333. Enfin, si vous préférez ne lui prêter aucune attention et prendre la route royale avec l'espoir d'atteindre le port de Pitol, rendez-vous au 23. Alors, la jeune servante est avec moi, je vais au 431. C'est quand même beaucoup mieux construit que les livres, me semble, que j'avais lus à l'époque. Enfin, c'est mieux construit, pas beaucoup mieux construit, c'est mieux construit. Il est à l'agonie, vous murmure Zilla. Il doit certainement fuir les miliciens, ajoute-t-elle d'un air empreint de lassitude. Viens, il faut le guérir. Sans vous laisser le temps de la retenir, elle file vers le moulin. Rendez-vous au 113. Vous la suivez jusqu'à l'entrée de l'édifice branlant. Le géant centuplide empoigne sa hallebarde et vous toise d'un regard sombre. Il semble extrêmement affaibli. Des dizaines de staphylas sont visibles sur son corps. Zilla s'arrête et lui dit avec assurance « Sans mon aide, tu mourras. » « Laisse-moi faire. » Elle s'approche du blessé et lui pose un médaillon rouge sur le front. Le centuplide, tout en vous maintenant à bonne distance avec son arme, accepte les soins. Une aura bienfaisante émane du bijou et peu à peu le robuste guerrier reprend des forces. Les yeux de Zilla brûlent d'une lueur écarlate. Elle semble en transe et s'élève à quelques centimètres au-dessus du sol. Alors que vous êtes absorbé par ce spectacle, une voix brise le silence. « Étranger, Sinistrose veut te parler. Rendez-vous au 34. » 34. Elle flotte absolument. Et donc là, c'est un espèce d'homme lézard. 34. L'intérieur du moulin est éclairé par les multiples orifices creusés par l'usure et le temps. Des raies de lumière s'infiltrent et colorent d'une lueur tamisée la scène qui vous fait face. La voix, puissante et majestueuse, s'élève à nouveau et sème le trouble dans votre esprit. Elle semble résonner dans votre tête. Je suis Sinistrose, maîtresse des sœurs Zélotes et grande propagatrice des arcanes. Je te parle au travers du corps de cette jeune fille, Zilla, adepte de mon ordre. À chaque fois qu'elle fait usage de sa magie, je peux voir, entendre et parler à travers elle. Tu sais sans doute le mal qui a été commis à Shannara depuis que les deux princes gouvernent. Cette situation risque bien d'empirer. La convoitise des félons est insatiable. Après Shannara, ce sera le tour des autres contrées libres. La voix marque une longue pause puis reprend. Ton anneau trahit ton appartenance à la guilde des diplomates. Il y avait longtemps que je n'avais plus rencontré un spécimen de ces intrigants. Son ton se fait à ce moment-là plus sec. Ton ordre et le mien n'ont pas toujours servi les mêmes desseins. Aujourd'hui, nous devons mettre notre méfiance réciproque de côté et œuvrer à la destruction des princes. Les yeux de Zilla vous fixent étrangement, comme si elle ne vous voyait pas. Tu dois m'aider, reprend la voix de Sinistrose. Cette jeune fille est le salut du pays. Emmène-la à Kronensdat, la cité libre. Une fois son corps à l'abri de la phalange noire, je pourrai contacter mes alliés sans risque et préparer la défense du royaume. Vous répliquez aussitôt que vous feriez mieux de vous mettre en route pour aller avertir l'impératrice, mais la voix vous coupe de manière si abrupte que vous n'osez continuer de parler. Pauvre fou, jamais tu ne pourras embarquer sur un navire. Les phalanges contrôlent désormais tout le pays. Seule l'étendue marécageuse du Bourbier et la cité libre échappent encore à leur vigilance.
Pour ton salut et celui du royaume, tu dois emmener cette fille à Kronosdat. Derrière la voix, vous entendez de faibles gémissements. C'est la petite qui reprend ses esprits. Dès son réveil, je perdrai le contact avec toi. Iras-tu à Kronosdat mettre Zila à l'abri des limiers des princes? Vous gagnez 1 point d'information. Si vous acceptez 197, si vous refusez 256. Je vais accepter 197. Et 1 point d'information, je passe à 6. 197. Alors, 197. Sache que ta seule chance d'atteindre Kronosdat est de te rendre à la passe du Bourbier qui est sous le contrôle de la meute d'Orune, une bande de brigands. Ils profitent de la guerre pour faire passer à prix d'or les réfugiés vers la cité libre. Chaque semaine, un convoi traverse les marais du Bourbier, escorté par la meute. C'est un long et dangereux voyage. Sois prudent. Le centuple blessé n'a pas cessé de vous regarder pendant tout l'entretien. La situation a dû lui paraître étrange. En effet, à ses yeux, vous parlez tout seul. Il semblerait que la voix de Sinistrose n'existe que dans votre tête. Le guerrier centuplide est un rescapé des prisons de la phalange. Il se nomme Tête Gloche. J'ai lu dans son esprit. Il se dirige lui aussi vers la passe du Bourbier. Malgré son mutisme, il peut être d'un grand secours. Ses tortionnaires lui ont tranché la langue lors de son séjour à Pitol. Tu peux lui faire confiance. Il n'y a pas de meilleur allié, car il est puissant et silencieux. Va, emmène la fille. Peu à peu, la voix s'estompe et Zila reprend connaissance. Rendez-vous au 313. Bon, j'ai décidé de faire confiance à Sinistrose, malgré son nom peu engageant. Zila reprend ses esprits, le regard confus. Lorsque vous lui expliquez la situation et la responsabilité qui vous incombe, elle devient d'une pâleur cadavérique. Elle semble terrifiée d'être ainsi le réceptacle de Sinistrose, la grande maîtresse de son ordre. Résignée, elle se blottit dans un coin de la pièce et s'assoupit. Le centuplide, épuisé par ses blessures, ne tarde pas à faire de même. Après quelques minutes de méditation, pendant lesquelles vous réfléchissez à votre voyage vers Kronosdat, vous tombez vous aussi dans les limbes du sommeil. Vous gagnez 1 dé d'action de réserve. Au petit matin, vous êtes réveillé par une secousse sur votre épaule. Le centuplide vous fixe de ses yeux reptiliens et vous indique l'entrée du moulin où filtrent déjà les premières lueurs de l'aube. Après une maigre collation, vous vous remettez en route en suivant la rivière. Le bois aux chênes continue vers le nord-est et les alentours deviennent de plus en plus clairsemés à mesure que vous progressez. La passe du Bourbier doit se trouver à 25 lieues de la sortie du bois. Vous pourriez y arriver dans 3 jours, à la tombée de la nuit. Le centuplide vous précède à grandes enjambées, tandis que Zila dissimule stoïquement son épuisement. Après une bonne heure, vous cessez de suivre la rivière Zarno-Zerna et obliquez plus à l'est. Le paysage se transforme peu à peu et les hauts chênes laissent la place à des terrils, signe de la présence d'exploitations minières pour l'extraction du charbon et du vaudécal, un minerai précieux. Enfin, vous sortez du bois et contemplez devant vous les terres charbonneuses de Dagos. Pour atteindre la passe du Bourbier, vous devez traverser le champ de terril qui s'étend jusqu'à la petite ville de Roklogis. 2 chemins s'ouvrent à vous. Préférez-vous vous diriger vers le nord-est, rendez-vous au 322, ou optez-vous pour le sud-est, rendez-vous au 63. Vous pouvez également grimper sur un terril pour vous assurer que la voie est libre de tout danger. Dans ce cas-là, rendez-vous au 223. Si je grimpe sur un terril, je vais aussi me faire voir peut-être. Alors je vais plutôt aller au nord-est pour tenter de trouver la planque des frères Kuntarfield. Nord-est, 322. Alors, je regarde sur la carte. Voyons ça. Donc, ici, on a le petit village dont il parle, j'ai l'impression. Non, on est pile poil. Madrialis, c'est bien ça, je vais vérifier. Je vous demande un instant. Roklogis. Alors Roklogis n'est pas situé sur la carte, hein. C'est clair et net. On ne le voit pas. Donc je vais au nord-est. Rendez-vous au 322.
322. La route monte et descend suivant le rythme des terrils. Ça et là s'ouvrent des brèches dans les flancs des monticules. Il s'agit d'anciennes voies d'accès pour entrer dans le réseau minier de Dagos. La plupart sont obstruées par des éboulis. Vous en connaissez la raison. Il y a de cela 30 ans, bien avant le conflit contre les Crinales du Svelagen, une guerre sans merci ravagea Shannara. Les adeptes du culte interdit d'Andarat, voués aux voies de la destruction, invoquèrent les sombres habitants de l'intramonde. Les légions démoniaques se déversèrent sur le pays en sortant par la multitude des mines de Dagos. Argélide parvint à fermer le portail du pic noir et les viles créatures s'évanouirent en fumée. C'est cette victoire éclatante sur les forces d'en bas qui permit à Argélide d'accéder au trône. Par précaution, on condamna toutes les entrées de Dagos et l'exploitation du Vodécal prit fin par la même occasion. Un silence inquiétant règne alentour. Zilla est d'une pâleur maladive et vous constatez que même tête gauche semble effroyée par l'endroit. Plus loin à gauche, vous trouvez une voie ouverte. Cette découverte vous fait froid dans le dos. Si vous désirez pénétrer dans les mines de Dagos, de si tristes mémoires, rendez-vous au 300. Si vous continuez votre route, 237. Je vais pénétrer dans les mines de Dagos. Donc 300. Alors 300. Un vent chaud et humide souffle des profondeurs de la mine. Des relents de soufre et de salpêtre envahissent vos narines. Le centuplide semble fort gêné par ces odeurs. Vous progressez lentement, éclairé par le seul rayonnement des minerais de Vodécal qui parsèment les parois. Au bout du tunnel, un large escalier en colimaçon, grossièrement taillé dans la pierre, s'enfonce loin dans les entrailles de la terre. Que faites-vous? Vous pouvez emprunter l'escalier ou, si vous préférez, sortir au plus vite. Je vais emprunter l'escalier. 121. Après une descente de plusieurs minutes, vous débouchez dans un large tunnel au centre duquel gît une flaque de boue fumante et odorante. Juste derrière, vous remarquez un panneau de bois sur la paroi. Sur la droite, une galerie s'enfonce dans les profondeurs. Alors que vous discutez avec vos compagnons pour décider de ce qu'il convient de faire, vous voyez quelque chose s'agiter dans le tas de boue. S'animer de lui-même, et aussi incroyable que cela puisse paraître, il prend peu à peu forme humaine. Né de la terre humide, un golem de 3 mètres de haut, le visage lisse comme une dalle polie, se dirige vers vous d'un pas hésitant, les mains tendues vers votre gorge. Si vous possédez la lettre des frères Kuntarfil que se trouvait chez Dwaladoras Macht, rendez-vous au 373. Si vous avez été au temple du Sinistros à Gizon et que vous y avez trouvé un pendentif serti d'une pierre rouge, rendez-vous au 49. Sinon, vous pouvez tenter de prendre la fuite dans la galerie qui descend sur la droite ou défendre votre vie. Enfin, si vous désirez tout simplement faire demi-tour et sortir de la mine, 237. Alors j'ai la lettre des frères Kuntarfil, je pense que c'est encore mieux que le pendentif. Ça me paraît clair. Alors, 373. Vous rappelant la formule inscrite sur le parchemin, vous criez « Claudio Pupares » d'une voix forte. Le golem s'immobilise aussitôt. Derrière lui, le portail en bois coulisse vers la gauche, laissant apparaître une large pièce éclairée par des flammes vacillantes. Impressionnés par votre démonstration, vos compagnons vous emboîtent de pas dans la salle. 178. La salle qui s'offre à votre regard est en fait une énorme grotte au plafond voûté. Une épaisse fumée s'échappe d'une marmite, rendant les contours de la pièce très flous. Sur les parois, des étagères plient sous les flacons, bouteilles et outils de laboratoire en tout genre. Un vieillard aux cheveux gris et vêtu d'une toche pourpre, pourvu d'une multitude de poches, vous tourne le dos, totalement concentré sur le bouillonnement d'un liquide jaunâtre. À ses pieds, une étrange créature qui ressemble à un batracien observe son maître de ses yeux globuleux. À l'autre extrémité de la pièce, un autre homme, plus vieux encore que son compagnon, trône dans un fauteuil d'ébène en vous fixant d'un regard lointain. Sans bouger, il laisse échapper quelques mots de sa voix chevrotante. « Késus, je crois que nous avons de la visite.
Rendez-vous au 192. Ce n'est pas loin. Les deux vieillards ne semblent pas du tout impressionnés par votre intrusion. Ils jettent des regards étonnés vers Zilla et Tête Gloche. « Je suis Arnal Kuntarfield, dit le vieillard à la toche pourpre, et voici mon frère, Késus. Qu'est-ce qui vous amène dans ce lieu ?» Vous hésitez quelques instants sur la manière de leur répondre, mais la bonté qui se dépeint sur leur visage vous invite à la confidence. « Nous fuyons la phalange noire, répondez-vous. » Le visage de Késus prend un air las et résigné, puis, relevant la tête, il s'écrie « Soyez les bienvenus dans notre modeste laboratoire. Nous sommes nous aussi des fugitifs. Quoiqu'à vrai dire, nous irons moins loin que vous. J'ai 79 ans et mes jambes ne pourront jamais me porter jusqu'à la cité libre. Quant à mon frère, il jette un regard vers Arnal qui, souriant d'un air malicieux, reprend une voix éraillée par les années. Mes 101 ans ne me permettent même plus de me lever de ce fauteuil. Et puis l'air des marais serait néfaste pour nos os fatigués. Vous êtes surpris par la force qui émane de ces deux personnages. Après avoir bu une bonne rasade de bière xanamarienne, vous gagnez un dé d'action de réserve, vous racontez à vos hôtes la découverte du complot des princes et le périple qui vous a conduit dans cette mine. Lorsque vous nommez Dueladores Mact, les deux vieillards soupirent tristement. « Ainsi Dueladores est mort, dit Arnal. Je connaissais sa mère alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson. C'était un homme intègre. J'espère de tout cœur que son corps repose loin de l'Intramont. Si vous possédez une épée runique, rendez-vous au 76, sinon au 111. J'ai une épée runique. 76. Crésus remarque immédiatement l'épée runique qui barre vos épaules. Tiens, l'épée runique. Notre bon roi Argélite l'a portée à ses côtés lorsqu'il fut terrassé par Ostrom, le chef de clan des Crinales, lors de la guerre du Sveagen. Dueladores la découvrit sur son cadavre et au lieu de la remettre au prince régent, comme le veut le protocole, il la cacha dans un endroit où personne ne penserait jamais aller la chercher, sa propre grange. C'est d'ailleurs moi qui lui ai suggéré cette idée, ajoute-t-il, non sans fierté, le visage illuminé par un sourire malicieux. Cette épée possède 3 vertus, reprend-il après une pause. Je peux déchiffrer la première. Pour les 2 autres, il te faudra trouver quelqu'un de plus compétent que moi. La première vertu est la résurrection. Sache que si tu te bats un jour contre un crinal, cette lame pourra te sauver la vie. Il prononce la parole Xarcibem et la lame de l'épée se met à luire faiblement. Notez que vous avez déchiffré la première inscription de l'épée runique. Si vous êtes amené à vous battre contre un crinal et que vous perdez le combat, l'épée vous ressuscitera et vous pourrez reprendre le combat où vous l'aviez laissé. Ce pouvoir ne pourra être utilisé qu'une seule fois. Rendez-vous au 111. Alors, première inscription, épée runique déchiffrée. Je vais le noter sur ma petite fiche. Alors, où est ma feuille de personnage? Elle est ici. Première inscription déchiffrée. Enfin, je vais mettre ça en ordre un jour si je peux. Rendez-vous au 111. Vous discutez de longues heures au coin de l'âtre brûlant. Késus se propose de vous soigner. Si vous étiez blessé au bras, vous êtes désormais guéri. Vous apprenez que les Kuntarfield étaient des alchimistes renommés dans leur guilde. Le sage Arnal s'est spécialisé dans les aspects curatifs des mélanges alchimiques, alors que son frère Késus, plus téméraire, a étudié de longues années les vertus des mélanges contraires, c'est-à-dire ceux qui provoquent de retentissantes explosions. Leur savoir vous subjugue et vous ne perdez pas une miette des récits qu'ils racontent avec une fierté à peine dissimulée. Vous apprenez ainsi que la meute de Rune occupe la place du bourbier et quiconque traverse la faille de Taza est soumis de facto à la loi de la meute. De sévères règles édictées par Orrune lui-même.
Il y a quelques jours, les guerriers de la Phalange Noire se sont posés devant le seul point de passage qui permet de traverser la faille de Taza. Il semblerait qu'ils n'aient à ce jour pas réussi à franchir le pont, les archers des brigands les ayant à chaque fois repoussés. Si vous voulez traverser la faille, la tâche ne sera pas simple. Songez-vous. Vous voyant ruminer de sombres pensées, Késius ouvre un coffret en métal poli et s'approche avec un curieux objet à la main. « Prends ce récipient, vous dit-il, il contient les mélanges contraires. Cela pourrait être utile pour te débarrasser de tes ennemis. Ce n'est certainement pas un moyen très discret, vous avertit-il, mais la puissance des mélanges contraires est efficace, crois-moi. Il vous tend 2 petites sphères reliées entre elles par un tube de métal surnommé d'un bouchon. Chaque partie renferme un de ces mélanges. Si tu tires le bouchon, ils entreront en contact et provoqueront une explosion. Mais attention, une fois le bouchon retiré, tu ne disposeras que de quelques secondes pour t'en débarrasser. Sa puissance n'est pas faite pour les indécis. Vous le remerciez en prenant précautionneusement le précieux explosif. Quelle arme redoutable, pensez-vous. Notez que vous possédez les mélanges contraires. Vous ne pourrez les utiliser qu'une fois. Vous ne devez pas les compter comme une arme. Si vous désirez à présent prendre le congé des alchimistes, rendez-vous 95. Si vous préférez profiter un peu de leurs connaissances et leur poser des questions sur Orun et la meute, rendez-vous au 316. Alors, les mélanges contraires, je note. Alors là, ma feuille est pleine, il faut que j'utilise ma gomme. Mélange contraire. Voilà. Ok. Alors, j'en étais où 316. Bien sûr, 316. 316. Nous avons une illustration de Késius et de son frère. Effectivement, ils ne sont pas tout jeunes. Il y en a aussi le petit familier. Arnal vous fixe de ses yeux délavés et répond à vos questions. Il y a bien longtemps, Orun était un chevalier de l'ordre de la robe de la rose grise, sous les ordres de Dame Hildedarn. Lors de la bataille du Pic Noir, il fut capturé par les sbires d'Andarat, le faux dieu, et il passa de longues années dans les cachots souterrains des mines de Dagos, ici même, à quelques 300 mètres sous nos pieds. Lors de la victoire d'Argélite sur les fosses d'en bas, Orun fut libéré et considéré comme un héros. Depuis longtemps, il convoitait la place de grand connétable de la Rose Grise. Mais à son immense déception, cette charge fut confiée à Dame Hildebarde. Fou de rage, Orun quitta les rangs de la Rose Grise et leva une armée de conscrits qui l'emmena dans les profondeurs du Bourbier. Durant des années, ils pillèrent les convois de marchandises, rendant la route du Bourbier infréquentable. Aujourd'hui, Orun est un vieil homme, mais il reste respecté par son armée qui grossit de jour en jour. Si tu es amené à le rencontrer, sache que c'est un personnage irascible et sans pitié qui dirige sa cohorte d'une main de fer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne pactisera jamais avec les princes félons de leur phalange. Vous gagnez 1 point d'information. 1 point d'information. Je passe à 7. Un petit gros plan sur ma feuille de personnage. Hop, voici. Soudain, un grondement qui semble venir des profondeurs interrompt le récit d'Arnal. « Malédiction !» murmure Késius, « une éruption de gaz. Vite, il faut que vous sortiez d'ici. » Les vapeurs sont extrêmement toxiques. Vous vous précipitez vers la porte avec vos 2 compagnons. Le sol sous vos pieds se met à trembler alors que vous atteignez le couloir. « Bonne chance !» crie Késius sur le pas de la porte. Interloqué, vous vous demandez pourquoi les 2 frères ne vous accompagnent pas. « Ne t'inquiète pas, vous dit-il comme s'il devenait vos pensées. Toutes ces années passées dans des laboratoires nous ont immunisés contre bien des poisons. » Impressionné par la vitalité des 2 vieillards, vous les saluez et courez le long du passage que vous avez pris en arrivant. Rendez-vous au 6. Alors, rendez-vous au 6. Vous vous trouvez à présent dans le long passage menant à la sortie. Le grondement résonne autour de vous. Déjà, quelques pierres se détachent du plafond et tombent avec un bruit semblable au roulement du tonnerre. Droit devant vous, la faible lueur du jour éclaire le bout du tunnel.
Sur votre gauche, une galerie descend dans les profondeurs. Vous vous apprêtez à la dépasser pour atteindre la surface la plus rapidement possible lorsque vous remarquez que ces parois sont tapissées d'un minerai brillant. Il s'agit d'un gisement de vodécal qui sert sans doute d'ingrédient aux expériences des deux alchimistes. Si vous désirez vous arrêter pour remplir votre sac de quelques pépites, malgré l'arrivée imminente du gaz toxique, rendez-vous au 387. Si vous continuez vers la sortie sans vous arrêter, 198. Si vous empruntez la galerie qui descend des profondeurs, 26. Je vais empoigner quelques pépites, mais vite fait, quoi. Vite fait, vite fait. 387. Avec la pointe de votre arme, vous détachez fébrilement le précieux minerai. Notez que vous possédez 3 pierres de vodécal. Tel gauche, les yeux exorbités, vous enjoint par de grands signes de vous dépêcher. Il semble terrorisé par les spasmes de la terre. Soudain, une secousse vous renverse et vous êtes projeté au sol. Zilla pousse un cri d'épouvante alors qu'un énorme bloc de roche vient de s'écraser dans la galerie, obstruant le passage et vous séparant de la jeune disciple. Vous lui criez de remonter à la surface sans plus attendre. Seule une faible réponse vous parvient de la paroi de pierre. À présent, il vous faut réagir immédiatement pour sortir de cette souricière. Si vous connaissez le sortilège Tellure Bellum et que vous souhaitez l'utiliser pour détruire le mode de pierre qui vous sépare de la liberté, rendez-vous au 340. Si vous possédez les mélanges contraires et que vous désirez en faire usage, rendez-vous au 73. Si vous tentez de trouver une autre issue en descendant dans la galerie, rendez-vous au 306. Alors, j'ai 3 pierres de vodécal. 3 pierres vodécal. Voilà. Alors, je ne vais pas utiliser tout de suite mes mélanges contraires, ce serait ballot, donc je vais être obligé de descendre malheureusement dans la galerie. 306. C'est pas prudent, c'est pas prudent. Vous vous empressez de suivre la galerie qui descend de plus en plus bas, accroissant par là même votre inquiétude. Soudain, un souffle d'air d'une puissance colossale s'engouffre dans le passage. En quelques secondes, vous êtes noyé dans un nuage jaunâtre au relent de soufre. Alors que la panique vous étreint, vous entendez les cris d'agonie du centuplide résonner. Votre gorge vous brûle atrocement et c'est presque avec soulagement que vous perdez connaissance, pour ne plus jamais vous réveiller. Vous mourrez asphyxié dans les mines de Dagos, comme tant d'autres avant vous. Mince, eh bien voilà qui va achever notre aventure ici. J'ai fait le mauvais choix. Et là encore, je le sentais que c'était le mauvais choix. Mais je l'ai pris quand même. Voilà, il faut que je fasse une psychanalyse ou quelque chose, parce que, voilà, c'est action, sanction, mauvais choix, sanction, c'est clair et net. Et l'auteur, ma foi, est habile. Si vous faites les bons choix, vous ne courez rien, aucun risque, mais si vous ne faites pas attention, eh bien, vous mourrez. Donc, on va considérer que c'est mon premier échec. Enfin, le premier, je ne le compte pas, parce que je suis vraiment très déçu Voilà, si j'avais pris le temps d'aller chercher les chiffres romains avec Internet sous le coude, j'aurais pu savoir avoir la bonne formule, le bon paragraphe. Donc, on va dire que c'est ma première mort. Hein, je vais m'autoriser ce petit raccourci. Je vais arrêter là cette vidéo qui, ma foi, est arrivée fort longue. J'espère que le moment passé en la compagnie de YouTube et dans le royaume de la Discord vous a été agréable et que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite du royaume de la Discord. Ciao.